La Seconde Guerre mondiale, donc grand A, une chronologie de la guerre, grand A, vers la guerre, 1938-1940. Les remises en cause de l'ordre établi après la Première Guerre mondiale vont être orchestrées par trois puissances. Tout d'abord le Japon. Le Japon est entré dans une logique expansionniste dès la fin du XIXe siècle avec la mise en place de l'ère Meiji. Pour justifier ces agrandissements territoriaux, afin de justifier ces agrandissements territoriaux et ces prétentions territoriales, elle appuie ses prétentions territoriales par le manque de main-d'œuvre et de matières premières. Son territoire étant dépourvu de matières premières, elle rentre dans une logique expansionniste dès la fin du XIXe siècle. C'est ainsi qu'en 1905, le Japon déclenche une guerre contre la Russie qui lui permet d'établir des comptoirs en Chine et de récupérer un certain nombre de possessions sur le continent asiatique. Notamment la Corée, qui devient une véritable colonie d'exploitation. Les ressources coréennes, notamment agricoles, sont entièrement détournées vers le Japon. L'occupation est particulièrement sanglante. L'occupation est particulièrement dure pour le peuple coréen. Cette victoire contre la Russie tsariste fait rentrer le Japon dans une logique impérialiste, C'est ainsi qu'en 1914, le Japon s'engage aux côtés de la France et dans l'Angleterre afin de pouvoir déclarer la guerre à l'Allemagne et de récupérer ses possessions dans le Pacifique. Les États-Unis sont inquiets de cette expansion japonaise dans le Pacifique occidental et en 1920 imposent les accords de Tokyo, imposent des accords de Washington, gelant les positions dans le Pacifique. Le sud du Pacifique étant sous domination française, le Pacifique Est étant sous domination américaine, notamment avec la possession des îles Hawaï, et le Pacifique Ouest sous domination japonaise. Le Japon est donc obligé de se tourner vers le continent asiatique en lui-même. En 1931, il déclenche une opération militaire dans le nord de la Chine, dans la région que l'on appelle la Mandchourie. Il y fonde un régime fantoche, il y fonde un royaume fantoche appelé le Manchukuo, qui est en fait une colonie japonaise. Cette région, riche en charbon et en fer, permet de soutenir l'effort de guerre japonais qui commence à se mettre en place. Mais c'est en 1937 que la Chine, prétextant des attaques sur le Manchukuo, déclenche une offensive générale sur l'ensemble du littoral chinois. L'armée japonaise se distingue par des crimes de guerre dont l'ampleur jusque-là n'est pas égalée. Les troupes japonaises y accomplissent des crimes de guerre absolument épouvantables, notamment la prise de Nankin qui se solde par la mort de plus de 300 000 civils chinois. On voit que le Japon est donc rentré dans une logique impérialiste et dominatrice sur l'ensemble de l'Asie et du Pacifique, ce qui la pousse tôt ou tard à une confrontation avec les autres puissances dominant la région, que ce soit l'Angleterre, la France via ses colonies indo-chinoises ou les États-Unis dans le Pacifique. L'Italie, quant à elle, a pour prétention de remettre en place un empire romain. Mussolini se voit en un véritable César. La conquête de l'espace méditerranéen étant jugée trop difficile ou la mettant en prise à des puissances trop importantes comme la France, notamment au Maghreb, l'Italie fasciste s'attaque au seul État indépendant d'Afrique, à savoir l'Éthiopie, en 1935. L'idée est bien sûr d'acquérir une position stratégique sur l'océan Indien, mais aussi d'effacer
l'humiliation infligée par les Éthiopiens aux Italiens lors de la bataille d'Adoua en 1895, qui est la seule grande bataille perdue par un peuple occidental dans le dernier tiers du XIXe siècle face aux populations indigènes d'Afrique ou d'Asie. En 1936, l'Italie se lance dans la guerre d'Espagne en soutenant les troupes franquistes, et c'était une véritable répétition générale puisque ces volontaires italiens utilisent des armes modernes, notamment les bombardements. On voit donc là que l'Italie s'engage dans une lutte idéologique contre la démocratie et le socialisme. L'Italie est donc psychologiquement prête à la guerre. La dernière puissance expansionniste est bien sûr l'Allemagne. Hitler, arrivé au pouvoir, va remettre en cause progressivement le traité de Versailles par petites touches. Il commence par rétablir le service militaire en 1934, remilitarise la rive gauche du Rhin, ce qui était strictement interdit par le traité de Versailles. En 1938, c'est le tournant. Hitler procède à l'Anschluss et prend le contrôle donc de l'Autriche au nom d'une unité raciale et du peuple et au nom d'une unité des peuples germans. Les réactions internationales sont molles, la condamnation est claire, mais aucune pression n'est mise concrètement sur l'Allemagne. La France, qui est la plus inquiète de cet expansionnisme nazi, est fort isolée. L'Angleterre prêche ce qu'elle appelle l'apaisement. Les États-Unis sont entrés dans une phase d'isolationnisme avancé qui fait que la France se retrouve seule face à l'Allemagne. Or, l'opinion publique française est massivement pacifiste. Elle cherche donc un compromis avec le diable. La crise, cependant, prend une toute autre ampleur quand l'Allemagne envahit les Sudètes. Les Sudètes sont une région qui se situe à l'ouest de la Tchécoslovaquie. Elle est peuplée majoritairement de populations germanophones qui demandent leur rattachement au Reich. Hitler, prétextant des persécutions des Slaves, annonce que la région va être envahie par l'Allemagne. Or, la Tchécoslovaquie est alliée à la France et l'Angleterre, ce qui oblige ces puissances à répondre à l'agression nazie. Hitler se présente alors comme un homme de paix, il convoque une réunion à Munich, s'y retrouve Neville Chamberlain pour l'Angleterre, Édouard Daladier pour la France, Benito Mussolini pour l'Italie et Adolf Hitler pour l'Allemagne. Première chose à noter, les Tchécoslovaques ne sont pas invités à cette conférence alors que c'est d'eux dont on va parler. Hitler est soutenu par Mussolini tandis que Chamberlain laisse la situation se dégrader. Daladier, seul aux deux puissances de l'Axe, ne peut répondre et accepte l'annexion des Sudètes et tout compte fait le dépeçage de la Tchécoslovaquie. C'est une trahison en bonne et due forme. Lorsqu'il est accueilli à Paris, à l'aéroport du Bourget, la piste est envahie par la foule. Édouard Daladier pense que la population est venue le conspuer pour son positionnement fort lâche, mais au contraire, il est acclamé et il aura cette phrase qu'il dira à son secrétaire privé « Ah, les cons !» montrant qu'il avait bien conscience que la situation était totalement précaire. Et Léon Blum parlera d'un lâche soulagement. En Angleterre, Neville Chamberlain dira qu'il a acheté la paix pour 20 ans en descendant de l'avion, ce à quoi Winston Churchill, chef de l'opposition, dira « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ». Prédiction qui s'avère juste puisque le conflit ne va pas tarder. Alors pourquoi ne va-t-il pas tarder? C'est que la lâcheté franco-anglaise de Munich a des répercussions diplomatiques fort importantes. Effectivement, l'URSS, qui s'était rapproché de la France, s'inquiète
de la timidité française et craint qu'en cas d'attaque nazie, elle ne puisse répondre. D'autant plus que son armée est totalement désorganisée par les grandes purges et les procès de Moscou. C'est donc dans le plus grand secret que Ribbentrop se rend à Moscou et va négocier avec le ministre des Affaires étrangères soviétique, Molotov, un pacte de non-agression. Ce n'est pas une alliance en soi, il ne faut pas avoir une alliance idéologique, mais plus un acte stratégique répondant à la situation des deux pays. Effectivement, l'Allemagne ne veut pas être prise entre deux fronts. Elle veut pouvoir déclencher sa guerre à l'ouest sans avoir à faire à une guerre de revers menée par l'URSS. L'URSS, je vous l'ai dit, est largement désorganisée par les grandes purges staliniennes. Plus de 90% des cadres de l'armée ont été exécutés ou sont en goulag. Et donc, il faut du temps à Staline pour réorganiser son armée. Le pacte germano-soviétique donc prévoit une non-agression de la part de l'Allemagne nazie, mais en plus permet à l'URSS de s'agrandir à peu de frais contre les 3 pays baltes qui vont passer sous sa coupe et aussi une partie de la Pologne. Ça, c'est une clause secrète de l'accord qui va effectivement intéresser énormément Staline puisqu'il va gagner les territoires et en gros retrouver les frontières de 1914 sans véritablement tirer un coup de fusil. Alors, août 1939, c'est le pacte germano-soviétique, c'est le laissez-passer pour Hitler pour pouvoir attaquer. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne, alliée de la France, qui là est obligée de s'engager dans la guerre. L'Angleterre suit à contre-cœur et commence alors une période assez complexe d'un point de vue diplomatique. La Pologne est écrasée d'autant plus facilement qu'elle est attaquée sur 2 fronts, par l'URSS à l'est et par l'Allemagne nazie à l'ouest. La belle résistance polonaise est cependant désespérée car la France n'attaque pas l'ouest de l'Allemagne, pourtant fort dégarnie en troupes. Alors pourquoi? Parce que la France mise sur une guerre longue, elle a sa position jugée imprenable sur la ligne Maginot et de plus, elle veut organiser ce qu'elle avait réussi à faire pendant la Première Guerre mondiale, à savoir un très bel effort de guerre qui lui avait permis de développer un appareil industriel extrêmement puissant et d'autre part de mettre en place un blocus contre l'Allemagne nazie pour l'affamer comme il avait fait pendant la Première Guerre mondiale. Mais de voir que là, la France a une guerre de retard car la situation a beaucoup changé. L'Allemagne va s'appuyer sur son empire qu'elle a constitué en Europe centrale et en Europe orientale pour pouvoir mener une guerre longue. C'est pour cela que l'Allemagne ne se précipite pas dans le conflit. Quelques combats périphériques ont cependant lieu. Hitler se tourne vers la Scandinavie en mars-avril 1940. Son but, protéger la route du fer suédois que les Alliés souhaitent couper. L'attaque alliée à Narvik est un échec. Hitler envahit le Danemark et la Norvège, protégeant ainsi parfaitement l'approvisionnement en fer de l'Allemagne. Cet épisode relève 2 aspects fondamentaux de cette guerre totale, l'aspect industriel, la conquête des matières premières, et la nécessaire maîtrise des flux d'approvisionnement et donc la question de la logistique.